Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. C'est parti, mon Charles. Excellent. Merci encore de ta venue. Tu as descendu de Saint-Jean-sur-Richelieu à matin. Ça t'a pas coûté trop cher de gaz, hein, je pense? Non, effectivement. Ça a coûté, technologie électrique. Ça a été fiscalement avantageux, d'ailleurs. Oui, hein? Oui, absolument. Absolument. Merci à toi. Merci à toi. Absolument. Ça fait grand plaisir. Ça fait, 6 ans, je pense qu'on se connaît. Exact. À mes tout débuts comme courtier hypothécaire, tu es conseiller financier, tu es planificateur financier aussi, tu as le titre de planificateur. Exactement. Depuis 2021. On est devenus des amis personnels. Félicitations pour ton mariage cet été. Merci beaucoup. C'était très, 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 très beau. Dans le verger, c'est quoi le verger, donc? Verger du flanc nord à Mont-Saint-Hilaire, donc... Avec l'arbre, là, le sol là, pleureur, là, c'était Il y avait un aspect de nature qu'on aimait bien à l'endroit, en fait. Moi et Sarah, moi, je demeurais à Mont-Saint-Hilaire. Je venais de quitter Québec à ce moment-là pour l'école. Puis, on trouvait que c'était un bon fit. On a tout le temps été des fans de nature, de plein air. Puis, l'endroit était tellement naturel. Puis, c'était privé pour nous aussi. On avait une forme d'intimité qu'on a bien appréciée. Exact. Très, très cher. Puis, j'ai voulu t'inviter parce qu'on travaille ensemble. On est des partenaires, on est des amis, évidemment, même clients. Hein, les deux, on a une collaboration au-delà de l'amitié, effectivement. Là. Exact. Donc, exact. Puis, tu as un concept que je vais vouloir aborder durant le podcast, qui est les stratégies pour optimiser les finances des familles. Oui, relié peut-être à l'hypothèque, mais c'est un concept là, qu'on pourrait appeler le paradis fiscal là, des familles. Exact. Pierre McSween en a beaucoup parlé dans le livre Liberté 45. Par contre, c'est ça, avec le passif, on peut créer beaucoup de stratégies. Puis l'hypothèque, en réalité, avec la prise de valeur du parc immobilier au Québec dans les dernières années, ça a créé des opportunités pour les familles. Puis on parle beaucoup des dettes. Donc, il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes. Puis avec des bonnes dettes, on peut faire certaines stratégies. Puis les familles au Québec, il y a plusieurs stratégies fiscales qu'on peut faire pour rehausser leur patrimoine avec un risque quand même assez faible. Donc, c'est vraiment mettre les bons pions au bon endroit. Utiliser la valeur de sa maison peut amener de nombreux bénéfices à long terme, que ce soit en REER, en régime d'épargne-études, que ce soit en CELI. Mais vraiment, le but, c'est de créer de l'actif net. Donc, on fait travailler la dette. Les entreprises le font beaucoup, mais on peut le mettre aussi pour les familles individuellement. Puis, tu sais, là, on parle d'utiliser la valeur de la maison empruntée pour investir, mais à la base, on n'emprunte pas, on n'utilise pas la maison juste en regardant le chemin de l'argent avec justement les différents REER, REER. Il y a un moyen d'augmenter finalement les allocations familiales. Donc, je vais garder la surprise un petit peu pour plus tard. Je voudrais juste qu'on rentre un peu dans c'est qui Charles Messier, tu sais. Exact. Puis, exact. Charles Messier, c'est quelqu'un qui vient des cantons de l'Est, une petite communauté qui s'appelle Saint-Armand. Proche des lignes américaines. Donc, si vous allez à Burlington, vous prenez la 89. Tu parles anglais, là. Tu es complètement bilingue. Moi, je me surpris. Exact. Ben, écoute, mon background quand j'étais jeune était moitié en anglais, moitié en français. J'étais à l'école francophone toute ma vie. Par contre, j'ai été... ma mère a travaillé au niveau du fédéral, donc l'aspect de l'anglais était quand même assez présent. D'ailleurs. Exact. Qui est ma cliente, donc c'est pour ça, pour elle, je suis choyé que tu aies autant de confiance envers moi pour elle. Puis je m'occupe de ta famille et amis. Exact. C'est donnant-donnant. Mais c'est une collaboration. Je pense exactement. qu'il est tout à fait naturel, le fit, qu'on va pas en parler plus loin dans le podcast. Mais c'est ça, donc Saint-Armand, c'est ma communauté, donc qui est un petit village qui est au sud, entre, disons, Saint-Jean-sur-Richelieu et Cowansville. Donc, on est à même pas 1 heure de Burlington, au Vermont. Donc, un coin qui est très anglophone, très francophone aussi. Les deux. Les deux sont vraiment un beau mix-in. J'ai toujours été dans la région. Jusqu'à tout jeune, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu ensuite. La vie m'a ensuite amené à Saint-Hyacinthe pour le cégep, puis j'ai fait mon université à Québec, à l'Université Laval. En quoi, en bac? C'est un bac en administration des affaires. C'est une majeure en finance. Donc, le bac en admin, en réalité, on peut le faire
de plusieurs façons, 2 mineurs, une majeure. On peut faire un cheminement plus général. Moi, j'ai choisi le profil finance à l'époque. Ouais. Toujours été un gars de chiffres, toujours été un gars de statistiques, un gars de pool de hockey. J'étais un gars de stats. T'es-tu le gars qui startait les poules de hockey, qui invitait ses chums, puis on fait des games? Je sais pas si tu te rappelles des mardis de bon pool avec la cage au sport à l'époque. Écoute, il fallait faire 25 rondes, 5 joueurs, puis moi, j'avais pas Internet quand j'étais jeune. Moi, j'avais vraiment juste les postes de sport, puis j'ai toujours été le gars qui analyse. Mais j'ai toujours aimé ça. Je peux te dire, fais-le. Peter Forsberg, en quelle année a fait tant de points, avec quelle équipe? Il a joué à Philadelphie à la fin, il a joué à Colorado un bon nombre d'années, tout ça. Je suis ce genre de gars-là. T'étais-tu bon dans les Pokémon cartes en plus quand t'étais jeune? Non, malheureusement. Je peux pas être bon partout, nécessairement. Mais les poules de hockey, définitivement, c'était une des places que j'excellais, je pense. Mais c'est pour ça qu'avec le temps, je me suis dit, comment est-ce que je peux... peut-être pas le monétiser, mais le mettre d'un point de vue carrière. J'ai toujours aimé les chiffres. J'ai pensé être actuaire à un moment donné. J'ai pensé faire comptabilité de management. Dans le courant du processus à l'Université Laval, j'ai fait plusieurs cheminements au début, mais il y a plein de domaines qui t'attirent au début. L'entrepreneuriat, l'aspect logistique. J'aimais beaucoup faire de la gestion, de la logistique et tout. J'ai fini en finance. Puis ironiquement, mon bac universitaire, je l'ai fait de façon un peu non classique. Donc, j'ai pris une année sabbatique en 2011. Immédiatement après avoir commencé à l'automne 2010. Ah, OK, tu as commencé l'université, année sabbatique. Exact. J'ai pris une année sabbatique. On dirait qu'à ce moment-là de ma vie, je me cherchais un petit peu. J'avais besoin de voir d'autres choses. On passe tout par là. Je pense que oui, mais je pense qu'on passe tout par là pour des raisons différentes. Et on ne vit pas de la même façon. Exact. T'as quel âge, là? J'avais 19 ans à ce moment-là. Même affaire que moi. Je suis parti dans l'Ouest tout seul, pris ma vieille Mazda protégée, je traversais à Détroit, puis c'est ça. Le point, c'était que j'avais besoin de me découvrir. Puis c'est ironique, hein? J'ai été dans un background anglophone, mais j'ai perdu mon anglais avec le temps, fait que j'avais besoin de retrouver ça dans l'Ouest. J'étais à Vancouver 2 mois, Calgary ensuite un autre 2 mois, puis je suis revenu. Mais le 4 mois que je suis parti m'a amené une autre perspective par la suite. J'ai l'impression que j'ai maturé de 4 ans en 4 mois. Mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, c'est là que le cheminement s'est un peu plus dessiné au niveau de l'université. Puis là, j'ai fini en finance. Puis finance, c'est pas tout à fait ce que je fais actuellement, dans le sens qu'il y a service financier puis il y a finance pure qui est plus, mettons, de la gestion de portefeuille, de l'analyse financière en entreprise, le coût de revient, qui est un peu plus sur le comptable aussi. Puis moi, je suis très social. Moi, c'est un plus humain, clairement. J'aime le côté plus humain. Moi, un fichier Excel à longueur de journée, je faisais un solveur du VBA quand j'étais à l'université. Puis j'ai dit, c'est pas moi, ça. J'ai besoin de voir du monde. C'est là que par accident, je suis tombé dans la carrière de conseiller en sécurité financière en 2016. À Le Bourgneuf, à Québec. C'est là qu'on s'est connus, sur le bord d'une table, on a mangé ensemble. Exact. C'était-tu au genre Star Café ou quelque chose comme ça? Je ne me rappelle pas c'était où. Qui n'existe plus maintenant. Quelque chose comme ça. Quelque part dans ce bout-là à Sainte-Foy, bref, mais c'est ça. Puis là, le fil en aiguille, c'est une carrière qui est difficile au début, hein, parce que tu peux prendre plein d'axes différents, au même titre que tu peux faire de l'hypothèque avec un marché niche en particulier. Puis finalement, j'ai commencé à Québec. Ma vie était vraiment plus sur la rive sud de Montréal. Mes amis étaient là. J'étais constamment de retour. Moi, je faisais du Amigo Express à toutes les fins de semaine. Moi aussi, j'utilisais ça pour... C'est moi qui étais le chauffeur. Non. Oui. Moi, je mettais ma ride parce que je viens de Trois-Rivières. J'étudiais à Québec pour l'ambulance. Je revenais voir ma blonde à chaque fin de semaine. Exact. Fait que là, comme ça commence à coûter cher de gaz, étudiant. C'est ça. Tu mets un poste 60$, parfait. Aller-retour. Puis des fois, maintenant, je veux plus faire ça. Je veux être seul dans mon char. Ouais, moi aussi. Soit pour répondre au téléphone avec mes clients. Mais être dans ma bulle. Maintenant, mais quand on est jeune, je pense que c'est excellent. Puis ça existe encore, hein, c'est ça. Ça roule encore beaucoup. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait, forcément, parce que je ne fais plus le Montréal-Québec. Moi, je faisais route de l'église à Boulard-Laurier à Québec jusqu'au métro Longueuil tout le temps. Sais-tu que j'ai fait 4 ans tolérance zéro aussi? À Trois-Rivières. T'es sérieux? Je te jure. Je raccompagnais. Moi, de 17 à 18 ans, 19 ans, j'étais super sage. Est-ce que tu étais en mascotte ou tu n'étais pas en mascotte? Ça, c'est quelque chose, j'aimerais ça que tu dises aux auditeurs. J'étais pas en mascotte, mais effectivement. J'ai fait un autre podcast, un café avec votre courtier. J'en parle vraiment en plus dans ce podcast-là. Donc, j'invite tout le monde à aller le voir. Oui, de 20 ans à 30 ans, j'ai été animateur de mascotte professionnel qui m'a amené à me dégêner totalement. Qui était très sportif en passant. Là. Je buvais 4 bouteilles d'eau, 4 Gatorade par game. Complètement épuisé. Faites le tour du monde avec ça. Donc, tranche de vie personnelle et impressionnante. Fin de la parenthèse. C'est clair. Et
Puis où est-ce que je m'en allais avec ça? Tolérance zéro, bref. Mais j'étais plus calme, puis c'était ma méthode de comme travailler, puis je la garde cet argent-là, puis je prends cet argent-là pour mes petites dépenses, etc. Puis on en a fait aussi même avec ma blonde, je l'ai amené. Quand je suis allé à Québec, ça fitait un petit peu moins, mais j'ai fait beaucoup de tolérance zéro à Trois-Rivières. Fait que, ouais. Un gars qui s'implique beaucoup. Ouais, on s'implique encore parce exact. que, tu veux pas, là, t'es plus dans le vélo, hein, définitivement. Le sport, toi. Tu fais du baseball, par contre, quand t'étais jeune. Plus jeune, c'était le baseball, le hockey. J'étais en sport-études de hockey, mais c'était pas dans le hockey que j'excellais. C'est le sport que je jouais le plus souvent, forcément. Le baseball, c'est... Mais ça t'a appris quand même une discipline. Il faut quand même que t'étudies, t'as 3 heures par jour d'études, le reste, tu fais du sport. Le matin, c'était l'école. L'après-midi, c'était le hockey. J'ai fait ça 2 ans. Je suis sûr que ça a eu une incidence sur ta vie aujourd'hui. Oui, puis ça a été à secondaire 1 et 2, 3, 4, 5. J'étais en langue et communication. Donc, c'était anglais et espagnol tous les après-midi. Mon espagnol, il faudrait que je le pratique un petit peu. Muy bien, ¿y usted? Si, señor. Ça. Comment te gusta l'interview? Je pourrais mal le dire en français. On revient en français. On va revenir en français. Mais oui, ça te prend une certaine rigueur. Puis, tu sais, je trouve, toi, tu as été beaucoup dans le soccer. Moi, c'était le baseball. J'ai joué au football un petit peu plus jeune. Je trouve que le sport amène une forme de discipline dans le travail qu'on fait aujourd'hui. Tu sais, puis, c'est ce que j'aime beaucoup. Moi, si c'était pas du sport dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de choses, je pense, qui n'auraient pas été ça n'aurait pas été une ligne. La ligne aurait été un petit peu plus avec des curveballs, si on veut, en langage baseball. Ben oui. Tu as toujours des épreuves, mais le sport, c'est toujours quelque chose qui m'a ramené sur terre. Puis je l'ai fait beaucoup dans un cadre philanthropique dans les dernières années, par le vélo, comme tu dis. Ouais. Moi, en 2013, quand j'étais à Québec, j'étais quand même en bon surpoids. En 2013, moi, j'ai décidé de... surpoids, je te regarde aujourd'hui. Puis... Oui. Okay. Ben, quelqu'un qui ne me connaît pas à l'époque, j'ai pris du poids, j'en ai reperdu peut-être 2 fois, mais la deuxième fois, c'était un bon 50 livres. Puis mon estime de moi était vraiment pas très élevée à ce moment-là. Quand j'ai parti dans l'Ouest, la première fois, je peux pas dire que j'étais la personne la mieux dans sa peau. Puis c'est là que je m'étais dit, crime, j'ai besoin de revenir avec le sport. J'ai besoin de renouer. Quand tu vas à l'école, quand tu veux travailler un petit peu trop, l'équilibre de vie est un petit peu chamboulé, un peu perdu. Totalement. Puis, il y a une année, je regarde toujours RDS et TSN en anglais, mais je regardais RDS, puis il y avait un reportage sur le défi Pierre Labois en 2012. Puis moi, j'habitais proche de Chanoine-Scott à la Sainte-Foy, proche d'Henri IV, en fait. Puis je voyais le Pierre Labois, puis j'ai dit, OK, lui, c'est un fumeur. Il était dans une shop chez Rio Tinto au Saguenay, puis crime, il s'est pris sur pied. Il s'est remis sur pied. Si lui peut le faire, pourquoi pas moi? T'sais? Pierre, ça? C'est comme ça? Pierre, son histoire, je la connais pas par cœur, mais Pierre, je l'ai vu en conférence plusieurs fois. J'ai fait le défi Pierre Lavoie, en fait, à plusieurs reprises. Puis j'ai eu la chance de côtoyer Pierre puis de parler avec lui à quelques reprises. Puis le point, c'est que c'est ça. J'ai dit, si quelqu'un comme Pierre, qui était très sédentaire, fumeur, qui avait des enjeux de santé, capable de nous présenter le défi Pierre Lavoie. On peut toujours changer pour le mieux. Exactement. Toujours. Fait que c'est là que je me suis dit, moi, je m'en vais dans le sud une semaine tout seul, j'amène mon agenda d'école, puis je me remets sur pied. Okay. Fait que là, je me suis pris des résolutions. Ça a été là le moment déclencheur. Ça a été le moment déclencheur. Ça faisait un bon 3-4 ans que j'avais un estime qui était vraiment pas plus élevé, puis j'ai dit, crime, je me remets sur pied, ça me prend des objectifs d'école, de sport. Tu les as écrits? Je les ai écrits sur papier dans l'agenda et je les suivais à tous les jours. Puis pour finir, que j'ai perdu 50 livres en 9 mois. Puis le défi Pierre Labois, j'avais 5-6 mois pour me préparer. Donc, plus de sport, bien manger. Surtout mieux manger. Okay. Surtout mieux manger. Le sport était une chose, mais je m'alimentais vraiment pas très bien. Je profitais de ma vie universitaire, forcément. Ça, c'est certain. Donc, j'étais au Prolo, qui était le bar d'admin à Québec, à l'Université Laval, quand même régulièrement, au pub universitaire. Les pizzas à 3-4 heures du matin. Puis, exact. On passe tout par là. Exact. Le Pobix aussi, on les salue. Bref. Mais oui, mais c'est là que je me suis pris en main. Puis la première fois que j'ai fait le défi Pierre Lavoie, c'était pour la perte de poids. Okay. Puis c'était la boucle. Donc, c'était 135 km. On partait de Lévis. On faisait toute la Rive-Sud, Bellechasse, Saint-Apollinaire et tout ça. Puis là, j'ai dit, crime, je peux perdre du poids, mais je peux aussi faire un bien à mon prochain. Fait que je pense que je vais le refaire. Puis quand j'avais tellement mal après le défi, je n'étais pas habitué de faire cette distance-là. J'avais des claquages le lendemain, mais le jour même, sur l'adrénaline, j'avais le goût de recommencer une deuxième fois. Mais forcément, tu ne peux pas le faire une deuxième fois. Fait que c'est là que l'année d'après, je me suis dit, je vais le refaire. Puis je vais commencer à encourager des écoles parce que la boucle, le défi, c'est le défi pour soi. Mais tu peux le faire pour plein de raisons. Il y en a qui font ça pour des gens dans la famille qui ont des enjeux de santé et tout ça. Puis moi, j'ai dit, crime, je vais le faire pour des écoles. Donc, c'est quand à peu près dans l'année?
C'est au mois de juin, mi-juin. Okay. Donc mi-juin, on a quand même beaucoup de monde. Le défi, dans les années que je l'ai fait, on avait peut-être 2500, 3000 personnes. Puis, tu vois, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est Mont-Patelin, on a eu le défi, je crois, en 2016, en fait. Donc, cette année-là, je crois qu'on était 7500. On partait le long du collège militaire, que tu connais bien, en fait. Puis, on s'en allait vers les lignes, on revenait. C'était débile. Il faisait terriblement chaud ce jour-là. Ouf. Puis, mais le point, c'est qu'il y a une motivation de le faire pour soi, mais de le faire pour des enfants dans le besoin aussi. Toujours qu'il y a une très forte motivation en arrière. Puis, tu sais, pour quand c'est difficile, que tu y penses puis que ça te permet de ne pas lâcher. Parce ton why soit vraiment fort. Ben, le why, perdre du poids, te remettre en santé, aider les autres. Exact. Puis tu parles du why, mais Simon Sinek, là, qui justement, oui. What's your why? Puis moi, ça fait partie beaucoup de ma vie sur c'est quoi ma raison d'être en réalité? Tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour moi, mais quel est le bien que je peux faire sur quelqu'un d'autre? Entre-temps, quand j'étais à Québec, j'ai eu des papillons. Exact, mais j'ai eu des conférences, puis un qui m'a beaucoup marqué, c'est Sylvain Boudreau. On parlait de tolérance zéro, mais Sylvain, en fait, tu sais, reste avec moi, là, reste avec moi, tu sais. Mais Sylvain, moi, ça a marqué ma vie, en fait, le mois Inc. J'ai lu le livre, puis je l'ai mis en conférence, puis je crois avec Nez Rouge, en fait, c'est lui qui a parti à Québec à l'époque. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre de cette façon-là? Puis j'ai dit, je vais le faire par le sport. Puis c'est là que le défi Pierre Lavoie, j'ai commencé à lever des fonds à chaque année jusqu'à encore aujourd'hui. Puis j'encourage des écoles. Cette année, ça a été une exception. J'ai fait Charles Bruno. On a fait 300 km sur 2 jours, Gatineau à Boucherville. Wow. Puis la journée qu'on partait de Gatineau, il faisait 41 avec le humidex. C'était suffocant. Mais quand tu as mal, puis que tu penses à pourquoi tu fais ce défi-là, tu n'as plus mal à la fin. C'est comme, regarde, pourquoi? Kick your ass up, puis vas-y, fais-le. Ouais. Puis j'adore faire des événements de cette ampleur-là. Ça nous rend vivants, ça nous rend plus humains. C'est quoi ton humains. prochain? As-tu pensé à ça? Je ne sais pas encore. Est-ce que tu te committes devant le podcast? Pas encore? Ah, ça, c'est tough. Mais je vais te dire, Dominique, c'est pas que je veux pas me commettre. Moi, je fais des défis à chaque année depuis 2013. En fait, le défi Pierre Lavoie... Je te mets pas de pression en passant. Non, oui, mais t'es un bon chum, par contre. Effectivement, un peu de pression. Mais... Je l'accompagne avec toi. Exact. Moi, je te relance le défi. Le défi que tu vas embarquer, que tu vas choisir, je le fais avec toi. Tu vas le faire avec moi. Parfait. C'est une parole d'honneur. OK? Mais là, ça, c'est dur. On y repense après. Il y a des choses que j'ai pas dit dans le podcast encore. C'est pour ça Pas de passe? Dans le podcast, oui, c'est ça. Dans le podcast. Il n'y a pas de... On va faire un bloopers à la fin. Mais exact. Je te reviens plus tard. Je ne peux pas m'engager. Puis, sais-tu quoi? Je veux pas trop m'engager parce que je veux pas créer de déception. De déception et de pression. Il ne faut pas s'en mettre. Exact. OK? Fait qu'on revient à nos moutons tranquilles. Exact. Mais c'est ça le point. En fait, c'est ça le point de... Tu me demandais à la base, je viens de où? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'humain que je suis. Puis, je le réplique beaucoup par les finances personnelles, par mon travail maintenant. Puis, on parlait de paradis fiscal des familles. Pour moi, je ne veux pas dire que c'est une cause humanitaire, mais c'est une cause que je mets beaucoup d'emphase pour les familles, parce qu'on dit que Dieu sait que d'élever des enfants, ça coûte cher. Très cher. Et il y a beaucoup de fiscalité qu'on peut optimiser. Puis, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la fiscalité, en fait, il y a des incitatifs fiscaux faits pour favoriser des groupes en particulier, des gens avec des handicaps, les familles. Des allocations familiales. Les allocations familiales, mais en fait, ça, c'est vraiment pour les familles. On peut le faire aussi pour les gens plus âgés. Oui. Le supplément de revenu garanti, qui est un montant versé pour les gens qui sont de 65 ans et plus avec un faible revenu. Les allocations familiales, c'est un petit peu le même principe pour les gens à faible revenu, après déduction, après fiscalité optimisée. C'est ça qui est important. C'est cette notion-là qu'il faut bien comprendre. Exactement. Donc, en fait, puis je vais revenir sur un point qu'on se parle souvent, toi puis moi. Donc, ce que je dis au début, c'est qu'il y a des mauvaises dettes puis il y a des bonnes dettes. Ouais. Puis un point qui est important, c'est qu'une hypothèque, c'est une bonne dette. Par contre, il faut l'utiliser à bon escient. Exact. Ben, c'est une bonne dette. C'est ça. Ça dépend dans quelle situation. Exact. Parce qu'à quelque part, ça te coûte beaucoup d'argent avoir ta maison de l'intérêt. Exact. Mais si on peut trouver des stratégies avec ça, c'est parfait. Exact. Puis, tu sais, nos parents plus jeunes nous ont dit qu'on va s'enrichir en remboursant nos dettes, ce qui est vrai. Par contre, nos parents ont vécu des taux d'intérêt à l'époque qui étaient... Ma mère a construit sa maison, je crois, en 82, elle payait 21,5 d'intérêt. C'est plus cher qu'une carte de crédit actuellement. Tu sais. Ouais. Les régimes d'épargne-études n'étaient pas ce que c'était aujourd'hui. La fiscalité, les allocations familiales n'étaient pas ce que c'était non plus à l'époque. Il faut la payer le plus rapidement possible. Exact. Donc, en fait, puis c'est là le point de... En fait,
sais, les entreprises, ceux qui sont cotés en bourse, en fait, ils ont des bilans de dette, des obligations. C'est de la dette, mais de la bonne dette pour générer des projets. Le gouvernement du Canada fait des émissions de dette également. Beaucoup de monde achète des obligations. Exact. Mais c'est de la dette pour générer des projets qui créent de l'actif au final. Fait qu'il faut comprendre ce côté-là. Quand on rembourse de la dette, c'est sûr que forcément, récemment, les taux d'intérêt ont changé à court terme. Par contre, il faut toujours regarder, c'est quoi le coût d'opportunité? Qu'est-ce qu'on perd en retour? Donc, lorsqu'on parle d'allocation familiale, on peut le faire de plusieurs façons au niveau de l'optimisation, mais souvent, le but, c'est de le faire avec de la dette la moins chère possible. Puis, quelle est la dette la moins chère possible qu'on peut avoir? Généralement, une hypothèque. Oui. Donc, parce qu'on a notre maison en garantie, on peut avoir un meilleur taux. Ce que je disais au début, c'est que le parc immobilier au Québec a pris énormément de valeur dans les dernières années, dû à la rareté, dû à la faiblesse des taux d'intérêt. COVID, exact. Les taux en bas de 2 % en 2020, c'était fou. Là, ça n'arrivera plus, à moins d'avoir une autre. Sauf exception, puis... on n'est pas l'avenir, forcément. Mais ce que ça vient faire, c'est que autant on peut le faire sur une maison, peut-être si on n'a pas d'équité pour réemprunter, on peut le faire avec des prêts REER, on peut le faire de d'autres façons, mais ces gens-là qui remboursent leurs dettes hypothécaires sacrifient beaucoup le régime d'épargne-études à 30 % de subvention minimum. Puis on peut mettre aussi... Il y a plusieurs façons de faire. Le régime d'épargne-études, c'est de dire j'emprunte... Forcément, le but, c'est idéalement de ne pas emprunter les sous. Par contre, si on se doit de le faire pour aller chercher les sous du régime d'épargne-études, on peut l'emprunter sur la maison. L'autre côté, c'est au niveau des REER. C'est ça que moi, je trouve ça impressionnant, les REER. Les REER, c'est un autre niveau. En changeant le chemin de l'argent, on va dire. Même chose avec la mise à bord de l'argent, la stratégie MAPA. On change le chemin de l'argent. On peut le faire aussi au niveau de la fiscalité pour augmenter les allocations. Exact. En fait, c'est ça le point. C'est que pourquoi on mettrait des REER? La base de tout, c'est que si on a un pourcentage de retour qui est plus élevé que ce que ça en coûte à la fin, il y a un avantage à mettre des REER. Donc, en tant que planificateur financier, on a un outil avec l'Institut de planification financière, anciennement l'IQPF, qui a changé de nom récemment. Puis l'outil, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir selon un montant de données, puis on a un choix selon le taux marginal, le taux de sortie pour encaisser les REER, parce que c'est imposable à la sortie. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Souvent, prendre des REER, c'est au moment de notre vie où est-ce qu'on a le plus haut TMI, le taux effectif marginal d'imposition. Parce que je gagne le plus cher dans ma vie. Exact. Et le TMI, c'est pas... exact. Puis souvent, les gens, ils vont regarder la braquette d'impôt. Or, ce n'est pas la braquette qu'il faut regarder, c'est le TMI. Le TMI, en fait, c'est une courbe effective de toute source, donc qui inclut l'impôt, mais aussi les allocations familiales, le TPS, crédit de solidarité. Donc, il y a des incitatifs fiscaux qui sont créés. Tu m'as appris un terme aujourd'hui. Le TMI. Ouais. Puis le TMI, en fait, on peut le voir sur le site du CQFF, le Centre québécois de formation en fiscalité. C'est les courbes de Claude Laferrière. Donc, les courbes de Laferrière, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans notre travail, qui est des courbes générales qu'on peut voir en ligne sur le site du CQFF qui peut démontrer la situation fiscale d'un client par une courbe. Puis on regarde en fait les gens qui ont des enfants mineurs versus les gens qui n'ont pas d'enfants mineurs et il y a un écart énorme entre les deux courbes. Ah ouais. Ce que ça vient faire en réalité, c'est que lorsqu'on a des enfants, c'est lorsqu'on a des enfants que c'est le plus payant de mettre des REER. C'est lorsqu'on a des enfants où on veut mettre les REER forcément. Ouais. Mais c'est aussi lorsqu'on a des enfants que généralement aussi on peut... Si on n'a pas les actifs pour le faire, on peut utiliser la dette à bon escient parce que ça donne un levier fiscal important lorsqu'on a un TMI qui est important. Donc, le paradis fiscal des familles, c'est un peu ça. C'est vraiment d'optimiser la valeur de sa maison si on n'a pas les sous pour optimiser cette fiscalité-là. Si on a une valeur qui est prise dans notre la brique et le mortier, on peut l'utiliser et faire le levier. Puis ça, c'est beaucoup ton travail de faire. Parce que les allocations familiales, pour rendre ça plus simple, sont calculées à partir de ton revenu net. Effectivement. Familial. Donc, familial. Exact. Donc, si je gagne 100 000, puis là, je suis imposé sur 100 000, mes allocations familiales sont sur 100 000. Exact. Par contre, si je cotise 15 000, 20 000, 30 000 dans mes REER cette année-là, là, les allocations familiales, c'est plus sur le 100 000 qui vont être calculées sur le 70. Exact. Donc, mes allocations familiales vont augmenter dans l'année. Et c'est des montants libres d'impôt en passant. Il ne faut pas oublier ça. C'est comme l'argent, c'est comme un troisième salaire potentiellement qui rentre dans la maison. Donc, ça serait peut-être de voir justement, c'est quoi l'optimisation entre je cotise-tu tout de suite dans mes REER, sans toucher à mes REER, mais à la place, si je mets de l'argent dans mes REER pour augmenter mes allocations familiales, plus d'argent, là maintenant, je l'ai mon 2500. Exact. Parce que c'est 2500 $2500 par enfant. Par année. Puis forcément, si on arrive à un point, exemple, il y a un maximum de subventions qu'on peut aller chercher par enfant, puis on peut rétrodater les cotisations à hauteur d'une année à la fois. Donc, on ne peut pas, comme le CELI et le REER, par exemple, cumuler
une balloune de droits de cotisation. Le maximum, c'est 2500. Si on a skippé des années dans le passé, on pourrait mettre 5000 par enfant. Ouais, Puis forcément, pour les REER, le but, en fait, plus on a d'enfants, plus c'est payant de mettre des REER. Plus en retour, plus on est imposé fiscalement lorsqu'on fait des revenus de plus. Donc, il faut comprendre cet enjeu-là aussi. Ouais. On peut aussi, des professionnels qui sont incorporés aussi, on peut incorporer un client aussi pour dire, on va garder plus d'argent dans la compagnie pour personnellement se déclarer moins de revenus. Tu sais, les gens qui sont... Ben, les professionnels, moi, je fais beaucoup de chiropraticiens, je fais plusieurs médecins, pharmaciens également. C'est le code des professions leur permet de s'incorporer en réalité. Puis, on peut utiliser ce levier-là de façon tout à fait légale, forcément. Donc, souvent, ce qu'on va venir faire dans la stratégie, la mise en application, elle est très simple. En fait, l'étape numéro 1, c'est toujours de mettre le REER. Parce qu'en réalité, le but, c'est de créer une flamèche. Puis après ça, on va venir rouler des sous à chaque année. Donc, la première fois, on met le REER, on reçoit le retour, puis on le reçoit de deux façons. On va le recevoir par retour d'impôt sur la T1 en mars-avril. Donc, quand on fait le rapport d'impôt, puis les allocations, souvent familiales et ou TPS, crédit de solidarité, vont être ajustées au 1er juillet, éventuellement. Donc, on va recevoir une lettre pour dire « Bonjour, votre revenu familial ajusté après déduction était de tant de revenus. On va vous donner tant de montants à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin. » Souvent, la lettre finit par « Grâce à Charles Messier, planificateur financier ». Forcément, ça serait bien plaisant, mais on est trop un pour prendre le mérite. La lettre ne le dit pas. Mais c'est un bon point, mais c'est une stratégie, malheureusement, je pense, qui n'est pas assez publicisée actuellement. Puis des conseillers, j'ai beaucoup de mes collègues qui sont partout au Québec. On en parle fortement avec nos jeunes clients. Puis si on optimise ça le plus jeune possible, on peut replacer de l'argent le plus jeune possible. On peut créer de l'intérêt composé le plus jeune possible et donner de la liberté financière le plus jeune possible. Puis ma mission d'entreprise, c'est ça. Moi, c'est vraiment de dire, je veux créer de la liberté parce que est-ce que je veux prendre une année sabbatique éventuellement? Est-ce que j'ai le goût d'avoir du temps avec ma famille? On parlait de sport et d'équilibre. Mon travail, c'est ça. C'est vraiment de dire, crime, je veux optimiser cette fiscalité-là. Puis faisons-le pas tard, faisons-le maintenant. Exact. What's your why? C'est ça. Donc, on part la flamèche, on met les REER, on prend les retours, on leur met en REE, puis par la suite, ben, on reçoit un montant à partir du 1er juillet. Ben, là, on reprend ce montant-là, puis on le remet en REE et on recommence la roue. Incroyable. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, il faut le faire comme avec une roue de vélo, attention. mon Charles. Ben, c'est ça. Si on est bien gearé dans un sens, en 11 vitesses, ben, avec toi, on a une 12e en passant. Ton 70.2, tu vas pouvoir le faire plus facilement. Donc, fait que c'est ça l'objectif. Tu parlais des chiros tantôt. Oui. C'est surtout là-dessus qu'on a beaucoup connecté. Oui, effectivement. J'ai parlé de mon parcours un petit peu plus là, avec Olivier, le notaire, à la chiropratique, que je voulais devenir chiropraticien quand j'étais plus jeune. Mon père étant là-dedans, j'ai gravi toute ma jeunesse. Et finalement, j'ai divergé vers l'ambulance, vers l'armée, vers le courtier hypothécaire. Et de ton côté, on s'est connus après. Exact, tu as connu Émile Marino, qui est au niveau le président, au niveau des étudiants. Exact. Émile était président de l'ASSO étudiante à l'époque. Parfait. J'ai connu alors qu'il était en 3e année sur un cheminement de 5 ans à Trois-Rivières. Vraiment, Émile, un très grand respect là, de la part de mon père. Puis pour être aussi en passant. Absolument. C'est un grand cycliste en passant. Un grand cycliste. Donc, tu as eu beaucoup de clients, justement, chiropraticiens. Donc, il y a eu un petit peu de défis, j'imagine. Tu m'as référé quelques clients comme chiropraticiens qui commençaient en début de carrière. Exact. Puis, c'est un petit peu le but aussi de. Je voudrais peut-être parler des solutions des fois, puis c'est pas juste les chiropraticiens, mais des fois, autant un enseignant, des fois, ça c'est l'enjeu des fois que je vois, où est-ce qu'on n'a pas des postes permanents, temps plein, c'est des remplacements, c'est pas facile, puis c'est dommage parce que le système scolaire mérite d'avoir des enseignants, mais les conditions, peut-être pour ça qu'on est un peu en grève actuellement. C'est sûr. Donc, on vient apporter une solution souvent de co-emprunteur. Exact. Ou co-endosseur. Peux-tu m'en parler un petit peu plus, en fait? Parce que souvent, moi, je l'ai réalisé quand on travaille des dossiers ensemble, justement, que les chiros sont travailleurs autonomes. Hein. On commence au début, on va acheter des maisons qui sont plus chères qu'avant, les taux ont monté, les ratios sont moins bons pour emprunter. Tu peux-tu me parler du côté endosseur, du côté co-emprunteur? Souvent, on en parle dans les dossiers. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment? Pourquoi? Peux-tu m'en parler un peu, en fait? Ça revient un peu à de l'aide familiale. Pourquoi? Souvent aussi, autant un don, les parents décident de donner un don. Donc, pourquoi pas le faire aussi au niveau de juste endosser son fils? Ça peut vraiment aider. Je te dirais qu'il y a une nuance à faire.
il y a des institutions financières où est-ce qu'on peut avoir vraiment juste un endosseur qui va être seulement sur l'hypothèque, garantir la banque que tout est beau, mais le client va être seulement propriétaire. Le parent ne sera pas propriétaire. Fait que ça, c'est un peu le meilleur des mondes, on va dire. Quoique tu as une dette à ton bureau de crédit qui n'est pas annexée à un actif. Fait que je ne suis pas sûr que c'est la meilleure, mais beaucoup de gens, ils ne veulent pas nécessairement être sur les titres. Donc, il faut vraiment mettre 20 de mise de fonds. Donc, ça, c'est pour vraiment... éviter ce côté-là. Exactement. Quand on passe par la SCHL, donc un prêt assuré, co-emprunteur, co-endosseur, c'est la même chose. Le parent doit être sur la demande de financement. Donc, c'est sûr que c'est de voir la liquidité de la personne qui veut acheter la propriété. S'il y a 5-10 de mise de fonds, peut-être que là, il y a un don qui peut venir compenser pour atteindre le 20 Donc, ça vient vraiment donner la possibilité d'être juste endosseur, garant. Au même titre, une stratégie aussi avec une institution financière où est-ce qu'on peut prendre en garantie l'équité sur une maison payée ou avec une très faible hypothèque restante. Il faut le faire avec la même institution financière. Exact. Donc, exemple, la maison elle vaut 500 000, il y a zéro d'hypothèque. On peut prendre 20 exemple, sur un achat de 300 000, c'est 60 000. On va venir prendre 60 000 en garantie sur la maison du père. Le financement va être à 100 %. On finance 300 000, on finance au prix d'achat. Parce que ça ne remplace pas l'argent physiquement. Ça vient juste vraiment sécuriser que si jamais il arrive quoi que ce soit avec l'hypothèque, ben, exact. Il y a 60 000. Il y a une valeur qu'on peut aller. Exactement. Fait que le client, c'est quand même très plaisant. Il ne sort pas de mise de fonds. Le parent ne sort pas de mise de fonds non plus. Fait que ça peut être avantageux. C'est sûr que des côtés désavantageux, exemple, un petit peu plus de frais de notaire, des frais d'évaluation, ça te lie aussi au même prêteur, peut-être moins de négociations au niveau du taux d'intérêt. Il y a des plus et des moins, mais je pense que c'est une belle solution qui mérite d'être connue, qui permet justement de sauver la SCHL. Pourquoi on prend une maison en garantie? C'est pour sauver la SCHL. Exact. On sauve la prime Exactement. aussi. C'est 4 de prime ou 3 points. Tout dépendant de la mise de fonds. 10-15 000 de prime, c'est quand même non négligeable. Exact. Moi, je trouve que c'est des belles solutions. Donc, merci d'avoir posé la question en passant. Oui, définitivement. Ben, en fait, je te la pose parce que moi, je suis confronté à ça actuellement avec mes jeunes clients. Puis, pour ne pas les nommer mes chiro, je fais d'autres professions, mais particulièrement les chiro, évidemment, parce qu'ils sont travailleurs autonomes. C'est ça, moi, une question, autonome, l'enjeu. Ben, surtout, en fait, exemple, mettons, si on prend un physiothérapeute, par exemple, un physiothérapeute, souvent, va être salarié. Exact. Dans une clinique. Ouais. Certains vont être autonomes, mais les chiros sont vraiment 100% autonomes. Puis tu sais, vraiment, c'est des entrepreneurs, les chiropraticiens, parce qu'en réalité, il faut qu'ils démarchent toute leur patientèle. On part du début. Ce qui est très différent d'un médecin que le patient va rentrer dans son bureau, alors que le chiro, c'est un petit peu le contraire, je pense. Ouais. Donc, mais je te posais la question parce que quand on fait des dossiers ensemble, souvent, je suis confronté à crème, là, il faut que mes parents viennent m'aider dans tout ça, les taux d'intérêt, la mise de fonds. Moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, on veut acheter une voiture, on veut louer une voiture, puis là, ça passe plus dans les ratios. En début de carrière. Moi, j'ai été chanceux dans mon dossier. En fait, quand tu avais fait mon dossier à l'époque, ma voiture, à l'époque, n'était pas sur mon dossier de crédit. Elle aurait dû l'être. Moi, j'avais un financement en réalité, puis juste à cause de ça, ça venait rehausser de beaucoup la capacité d'emprunt. Puis, forcément, ça remet en question sur les gens qui veulent acheter ou louer une voiture, justement, à quel point ça peut être dommageant pour le score de crédit, à quel point ça peut être dommageant pour la capacité d'emprunt. C'est quoi les enjeux que tu vois dans tes dossiers avec tes clients actuellement, surtout avec les taux d'intérêt actuels? Très bonne question. Est-ce que ça va avoir une incidence sur la cote de crédit? Non, ça va donner un avantage. Par contre, sur la capacité d'emprunt, beaucoup. Faire une histoire courte, 450 $ de paiement enlève peut-être 100 000 de financement. Règle du pouce, j'aime bien les règles du pouce. 450 pour 100 000. Exactement. Est-ce que c'est à cause des taux actuels que c'est ce montant-là? Si je mets un 400 $ dans le passif du client, tu vas voir, le financement le maximal va descendre entre 75 et 100 000. À taux plus 2 actuellement. En fait. Exactement. Fait que ça a quand même un gros impact. Une location, c'est pire qu'un prêt personnel, selon moi, un prêt Pourquoi, auto. en fait? Parce que un prêt automobile, on peut dire on va le payer au notaire, on va le payer dans 2 mois, la semaine prochaine, ou je le paye demain matin pour passer au financement. Location de voiture, il faut t'appeler le concessionnaire, il faut que tu libères ton bail. C'est racheter la facile, voiture à la limite. Là, fait que premier conseil, peut-être pas d'aller chercher une location, évidemment, peut-être plus un prêt, mais encore, c'est discutable, mais sachez les enjeux. Donc, c'est sûr que c'est de faire attention avec les engagements mensuels en début de carrière, quand on veut justement acheter une maison. Achète la maison, après ça, tu iras voir pour ton choix de rêve parce que ça peut avoir un solide enjeu. Bien, souvent, moi, ce que je dis, c'est justement, tu veux acheter ta voiture de rêve, fais-le après avoir acheté ta maison. Exact. Parce que justement, ton but, mais l'aspect du crédit, tu es un petit peu mieux placé que moi. J'ai fait beaucoup de formations du Bureau canadien du crédit, justement, pour voir comment ça va venir avoir un impact. T'sais. Souvent, l'enjeu que j'ai avec mes jeunes travailleurs, c'est la voiture, les prêts et bourses. Les prêts et bourses, est-ce que ça a un enjeu, en fait, sur le ratio d'endettement le jour que tu vas emprunter? Parce que c'est une dette garantie par le gouvernement provincial, en fait, l'AFE. C'est pas toutes les dettes études qui apparaissent au bureau
de crédit. Généralement, souvent, c'est dans les institutions financières aussi. Donc, on va le voir. Sincèrement, je le mets tout le temps. Parce que de toute façon, une dette d'études, là, c'est 100$, 75$ par mois. J'aime mieux prévoir, surtout si le client il me le dit, puis ça apparaît plus ou moins. Je veux pas qu'il y ait d'enjeu. Je veux pas donner une lettre de préthorisation, puis en pensant peut-être que l'institution financière n'allait pas le voir. Fait on le met tout le temps. S'il n'y a pas de remboursement, parce que tant que tu es aux études, même si tu es peut-être temps plein maintenant à ta nouvelle job, et tu es encore aux études pour X raison, tu n'as peut-être pas encore de remboursement, j'aime mieux mettre 3% du sol. Fait que, au pire, je vais faire un remboursement sur 10 ans au taux d'intérêt pour amortir. Je prévois. Parce que souvent, des fois, je me fais même avoir, je ne savais même pas. C'est juste que ça apparaît pas, mais j'envoie le dossier, exemple, à telle banque, puis le prêt étudiant, il est à telle banque, il m'arrive. Fait que là, je fais « Oh! » Fait que dans mon questionnaire au début, je le demande, j'ai appris par rapport à ça. Fait que prêt étudiant, ça répond à ta question? Définitivement. Ben, en fait, je te demande parce que souvent, moi, parce que l'intérêt est déductible d'impôt. C'est une des dettes fiscalement avantageuses. Moi, ce que souvent je vais dire, c'est moi, je veux amortir le plus longtemps possible. Parce que souvent, après, là, c'est un taux variable, puis actuellement, ça fait un petit peu plus mal, mais l'intérêt est déductible d'impôt. Après déduction sur l'aspect fiscal, c'est moins cher qu'un taux d'intérêt hypothécaire actuellement. 100%. C'est une bonne dette en réalité. C'est une autre bonne dette. Exact. C'est le prêt Zébourg. C'est pas une carte de crédit. C'est pas des gros versements. Souvent, le monde va mettre ça le plus longtemps possible. C'est correct, ça me stresse moins. Mais un prêt personnel, ça me stresse plus. Une location de voiture. Un prêt VTT, un prêt moto, exemple. Puis au même titre, les cartes de crédit, on est jeune, on a une limite de 1500 ou 3000, des fois 1000. Ça, c'est des grosses erreurs que je vois. Souvent, on va aller les maximiser, mais juste parce que c'est normal, des fois, de dépenser 800$, 900$, c'est vite fait. Donc, le truc, là, c'est de garder sa carte de crédit en bas de 50% de la limite. Je vais me rendre à 60%. C'est 50%. Moi, j'entends des 30 des fois, comme tu en penses. 50%. Même 60, tu vas être correct. Mais mettons là, garde ça simple, 50% en bas de la limite. Parfait. Puis donc, souvent, on a une carte de 3000 de limite. On tombe en bas de 1500 le jour de la facturation, en réalité. Là, souvent, je sors le bureau de crédit. Code de crédit 620, idéalement, ça serait de 650 et plus. Qu'est-ce que je dois faire, Dominique, pour ça? Demain matin, prends cet argent-là, paye au moins la moitié, puis si tu en as 2, 3 cartes, tu les as toutes maximisées, paye pas juste une carte au complet. Prends ton montant, divise en 3 ou 2, puis essaie de descendre le plus possible. Exact. Puis tu vas voir, prochain mois, souvent Equifax reçoit les mises à jour en début de mois, donc fais-le avant la fin du mois. Et on va voir l'augmentation de la cote de crédit après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ça, c'est vraiment un truc. Avec une certaine régularité. Il ne faut pas que ça soit un one-shot. Non, c'est ça. Fais-le au deuxième mois, un troisième, parce que ça l'envoie un mauvais message si tu es toujours maximisé à Equifax. Puis ensuite, le prêteur va considérer ça. Il va prendre en référence le bureau de crédit. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc. Puis quand la banque t'offre une augmentation de crédit de 3 000 à 10 000, là, tu es comme, ben non, je ne prendrai pas ça. Ça n'a pas de sens. Je vais m'endetter. C'est pas bon pour mon crédit. Fais-le parce que c'est vraiment bon. Parce que l'autre aussi, c'est toute une cote de crédit, là, c'est ton comportement, comment tu maximises, ton historique et justement comment tu l'utilises. Donc, encore là, si tu restes tout le temps à 50% en bas de la limite, tu vas être correct. Exact. Il faut que tu augmentes ta limite exact. ou tu acceptes, mais tu gardes toujours la même utilisation. C'est ce que je veux conseiller. Mais c'est dangereux pour certaines personnes, ça, je peux le comprendre. Je pense que c'est une question de comportement, c'est une question de psychologie aussi. Puis est-ce que, à la limite, je vais te relancer là-dessus, est-ce que tu penses que de payer la carte carrément, exemple, que la carte, le solde sort le 15 du mois. Ouais. Est-ce que de payer carrément le solde autant que possible au complet, juste un petit peu avant le 15, ça peut être une bonne pratique à la limite? Parce qu'au fait, aux yeux du crédit, on va avoir moins de montant sur la carte, ça augmente le... Ou c'est vraiment... encore là, le relevé sort peut-être le 15, mais je te dirais que c'est en début de mois, souvent, Equifax reçoit les mises à jour des créanciers, mettons. Là, c'est vraiment du fine-tuning. C'est ça, même exactement. pour moi, avec mes clients, des fois, je pourrais... 50% de la limite, garde la même utilisation de crédit. Si la banque t'offre de l'augmenter, parfait. Parce que au même titre que je te dis que 1 000 $, c'est facile. De nos jours, tu vas à l'épicerie 2-3 fois, c'est facile. Mais si tu as une limite de 5 000 puis tu utilises encore 1 000 $, bien, parfait. Puis le jour que la banque te dit non, elle dit non. Mais une fois qu'elle dit oui, profite-en parce que ça n'arrive pas toujours. Exact. Parfait. Puis, parle-moi donc, t'es Ironman, t'as fait un changement... on se parle souvent en dehors du podcast, justement. Puis tu me dis, crime, je suis tombé dans les Ironman. Tu es un sportif, tu as joué dans le soccer longtemps, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Pourquoi, là? Pourquoi maintenant les Ironman? C'est une excellente question. Je te dirais que oui, j'ai toujours joué au soccer, sport-études. J'ai été dans l'armée, j'ai fait l'équipe nationale. J'ai été capitaine de l'équipe de Valcartier. J'ai toujours été performance. J'ai toujours excellé. C'est arrivé le courtage, j'ai continué à jouer au soccer l'été avec mes amis, c'est bien parfait. Mais, veux pas, on travaille beaucoup. On a les enfants, on a moins de temps pour s'entraîner. On joue juste le dimanche soir au soccer. Fait que, finalement,
clairement, je faisais pas assez de sport pour le nombre d'heures que je passe assis dans une voiture, au bureau. Tu manges pas toujours bien, tu as les 5 à 7, peut-être fin de semaine, un verre de vin, etc. Donc, je veux pas, les mauvaises habitudes ont pris un petit peu plus de place versus les bonnes habitudes que j'avais quand j'étais plus jeune. Intéressant. Et je te dirais que c'est la route vers le Ironman qui me motive au plus haut point. Parce que c'est pas la course en tant que telle qui est la... Oui, ça va être l'accomplissement de tous les efforts, mais c'est quotidiennement, toutes les petites... Les efforts que tu fais, te lever le matin, travailler, t'entraîner, bien manger, dormir, diminuer ta consommation d'alcool, c'est plein de café. petits gestes composés ensemble, en fait, qui C'est donnent l'effet le du résultat. C'est un Slight peu ce que Edge. tu me dis. Il y a un là. livre Je là-dessus, comprends. le Slight Edge, je sais pas, de Jeff Olson, que je sais pas si tu as déjà... Ça me dit de quoi? Je l'ai jamais lu. De nom, par contre, ça me C'est dit quelque chose, quotidien, clairement. c'est une routine, Oui. c'est chaque petite action, au même titre que manger un hamburger, un McDo, tu verras pas l'effet négatif de ça, mais mangeant tous les jours, à un moment donné, tu vas voir l'effet. À la longue. À la Exact, longue. C'est pas une exact. cigarette qui va te faire mourir demain matin, tu le vois pas l'effet, mais tu te brûles à chaque petit feu. Mais à l'inverse, tu fais des bonnes actions quotidiennement, puis ça l'aide vraiment à m'améliorer au niveau de ma gestion de temps, veux pas, parce que j'ai pas le choix d'être plus, vraiment, de faire attention où est-ce que je mets mon temps, l'humeur, ma famille, bien manger, puis... L'équilibre, finalement. C'est un peu ça que tu me dis. Exactement. C'est carrément parce ça. qu'on peut travailler 60, 80 ans. Je faisais ça avant, en courtage. Là, c'est vraiment plus équilibré. Toi aussi, tu as connu justement un peu l'équilibre. Récemment, j'ai fait des changements quand même majeurs dans ma carrière, dans ma vie personnelle. Justement, ton travail et le mien, comme planificateur financier, on parle souvent de pénurie de main-d'œuvre. En fait, le marché immobilier bouillonne beaucoup. Ouais. Tu travailles très bien, tu as beaucoup d'humilité, mais tu es beaucoup référé. Même chose, je pense, un petit peu pour nous. À un moment donné, il y a encore 24 heures dans une journée. Je pense que c'est important à un moment donné de dire non puis de s'écouter. Pas par égoïsme, mais si on est mieux avec soi-même, on est mieux avec les autres aussi. Clairement. Moi, personnellement, j'ai été un petit peu plus irritable dans les dernières années. J'étais un petit peu plus sec. J'avais moins de... même mon énergie était moins là. Sais-tu quoi? Je faisais du sport encore. Je mangeais encore bien. Mais tantôt, je parlais de liberté financière. Tout découle d'un et l'autre. Mais si on a plus de liberté financière, en fait, une des sources de stress, c'est prouvé dans les pays du G20, c'est l'argent. Puis, souvent, quand on a un stress avec l'argent, un bon planificateur financier qui va te supporter dans des marchés boursiers qui ont, par exemple, l'année passée, pas très bien été, mais qu'on a eu un bon rebond cette année. Fabien Major, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans notre industrie, en fait, a toujours parlé du vol d'avion qu'une zone de turbulence. T'sais. Donc, si on a une zone de turbulence, est-ce qu'on va atterrir tout de suite? Non. Stick to the point, il y a un but. Puis ça va être correct, puis c'est de long terme. Ça l'arrive, c'est imprévisible, puis ça revient. Je pense qu'à un moment donné, c'est le même principe, c'est d'avoir un plan de match. Puis des fois, là, on va déroger un petit peu, pas parce qu'on veut pas, mais parce que on parlait de que ce soit de l'alcool, que ce soit justement la pression de performer. C'est dur. Il faut toujours faire plaisir. On veut toujours faire plaisir à tout le monde. Ouais. Mais souvent au détriment de soi-même. Puis tu sais, moi, j'ai des gens à ma famille qui travaillent dans le milieu de la santé, puis j'ai eu des super bonnes discussions avec eux. Tu sais, on pense de façon altruiste, mais au final, on se néglige beaucoup. Tu sais. Puis qu'est-ce que ça donne au final? Ça peut être les enjeux de santé mentale. Tu sais, moi, je travaille dans les assurances aussi. Tu sais, puis je vois beaucoup. Ça doit être difficile des fois parce que des réclamations de police, décès, maladies graves. J'en ai pas beaucoup encore parce que j'ai des jeunes clients. Par contre, je suis très conscientisé parce que je parle avec des collègues, ça fait des dizaines, vingtaines, trentaines d'années qui sont en carrière puis qui me disent « Crime, Charles, tu sais, l'aspect santé mentale, moi, je suis pas pharmacien, je remplis les questionnaires d'assurance avec mes clients. Je considère que c'est pas normal que je connaisse les anxiolytiques puis les antidépresseurs par cœur maintenant avec les doses puis les fréquences. Je suis pas pharmacien, je suis pas médecin. C'est pas ça mon travail, tu sais. Ah, ouais. Mais oui, puis je pense qu'à un moment donné, je pense qu'il faut casser le pattern. On est dans une société où on a besoin d'être bon partout, on a besoin de bien performer partout. Et je pense que c'est à nous, comme individus, de donner l'exemple et de dire c'est assez dans un sens. T'sais. Puis moi, j'ai dit non à beaucoup de choses récemment. J'ai dit non à des nouveaux clients. J'ai même dû en laisser certains quitter d'ailleurs pour avoir un équilibre de vie. Parce que justement, ça me permet de venir te voir ce matin. Puis c'est important d'avoir du temps de qualité avec des amis, avec la famille, avec ma conjointe avec qui je suis marié maintenant. Il n'y a pas juste ça. Puis l'aspect de on gère bien ses finances. Si on gère bien ses finances, on a moins d'anxiété. Si on a moins d'anxiété, on a de la meilleure qualité de vie avec les gens autour de nous. Puis ça crée des meilleures relations au final. Puis je pense que c'est tellement important. Puis une des choses que moi, j'ai vraiment beaucoup négligé dans les dernières années, c'est le sport, justement. J'ai vraiment mis beaucoup de temps sur ma carrière. La pandémie oblige, forcément. Moi, dans la pandémie, la carrière a vraiment boomé. Là. On dirait que ça a été l'effet inverse de certaines personnes. Les gens ont dépensé moins, il y avait aussi plus d'actifs. Le taux d'épargne était très élevé en 2020. Là, on dirait que ça revient d'un autre côté. L'inflation nous rentre un petit peu dedans. Par contre,
je pense qu'il faut retrouver l'équilibre. Tu sais, moi, j'ai une petite communauté dans les cantons de l'Est où l'agriculture est très forte, la communauté, c'est très fort. Puis, je suis retourné encore cette semaine voir des clients puis de la famille. Tu sais, puis c'était un peu back to the roots dans un sens. Tu sais. Puis j'ai dit, crime, il y a encore 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que tu fais de ton 24 heures? C'est un choix. Il faut aimer ce qu'on fait. Mais aussi, je pense qu'on travaille tellement trop parfois, mais on travaille de façon non efficiente. En termes de ressources humaines, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours dans certaines entreprises au Québec, au Canada. Certaines entreprises dans le monde qui sont précurseurs de ça. Je considère aujourd'hui que je travaille un 30 heures, peut-être des fois un petit peu plus dans le temps des REER ou en fin d'année, mais un 30 heures de qualité. De qualité. Alors qu'avant, j'en faisais 40-50, mais j'étais vraiment à 50% de ma capacité mentale pour travailler des dossiers. Au final, je suis plus présent. Ironiquement, c'est moi qui fais les soupers à la maison maintenant. Puis, hey, wow. Je suis pas un grand cuisinier, je dois t'avouer, mais j'ai beaucoup raffiné ça. Wow. Mais tu vois, je suis plus là pour ma conjointe. Elle a plus besoin de moi. Retourner à l'école aussi, elle travaille en même temps. Tout revient à l'équilibre. Je pense qu'il est là le core. Je pense qu'en tant qu'être humain, le temps des fêtes s'en vient bientôt. Je pense qu'il va falloir qu'on se regarde dans le miroir et dire, tu sais, à un moment donné, pourquoi je suis toujours stressé? Pourquoi je cours toujours? Pourquoi je fais ça? Pour ma part, moi, c'est un déclic que j'ai eu. Moi, je me suis marié cet été. Tu es venu au mariage d'ailleurs. J'ai quitté pour le voyage de noces pendant 15 jours. Puis, moi, pour ma part, le déclic s'est fait sur une belle plage à Milos, dans les Cyclades, au sud de la Grèce, avec le beau coucher de soleil, la montagne dans le fond. Puis, je me suis dit, j'ai lu le The 4-Hour Work Week, en fait, de Tim Ferriss. Puis, tu sais, ça a été une lecture qui a été super productive pour moi. Puis, j'ai dit, crème, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à s'écouter, puis il faut apprendre à dire, regarde, tu sais, c'est toujours le travail. Dans la société dans laquelle on est, il faut performer. Puis il y a un documentaire sur Tout.tv récemment je pense que c'est Brûlé, je me rappelle pas, c'est une actrice québécoise qui a fait le documentaire qui parlait toujours de ce qui fait qu'on est accompli socialement, c'est dans le travail. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai dit, crime, oui, je m'accomplis par le travail, mais on peut s'accomplir ailleurs qu'au travail. Laisse faire. Tu sais, toi, mettons, toi, tu es un père de famille, tu es courtier hypothécaire, tu fais du sport. C'est quoi la réussite pour toi? T'sais? Pour vrai, c'est de me sentir heureux en me couchant le soir, en voyant que je suis présent pour mes enfants, puis de ne pas être stressé, puis d'être capable de décrocher, veux pas, du travail, justement, puis d'avoir mes fins de semaine pour être avec eux, parce qu'ils ont... Intéressant. Pour vrai, ils vont avoir 2 ans juste une fois, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'adore mon travail, je suis passionné, mais il faut un équilibre dans tout ça. Donc, c'est quoi la réussite? C'est de trouver le juste équilibre, je te dirais. Puis c'est drôle parce qu'il y avait ma grand-mère qui est maintenant décédée. C'est ma mère qui m'a dit ça récemment. Elle avait une phrase. C'était « In medio stat virtus ». Dans le milieu se réside la vertu. Ce qui veut dire? L'équilibre. Tout ça réside dans l'équilibre. On est trop d'un côté ou de l'autre, finalement. Exact. Fait, autant tu peux être intense dans quelque chose ou dans l'autre, il faut juste que tu trouves le juste milieu. Peu importe tes passions, tes hobbies ou peu importe, le travail, la famille, c'est juste de te calmer un petit peu, justement, puis de trouver, au même titre que les consommations d'alcool ou le tabac, tu peux prendre un verre, tu peux te faire du fun. C'est juste de... Modération. Dans le fond, ça veut dire la modération. Exact. La vertu se trouve justement dans la modération, puis ça peut être autant dans le travail, la santé, peu importe quoi. Exact. Puis aussi, je trouve ça important ce que tu viens de dire, puis je parlais tantôt de pression sociale, peut-être pour toi aussi, mais on veut toujours embarquer dans les parties, boire par pression sociale et tout. Moi, je consomme encore, mais beaucoup moins qu'avant, justement. Avant, on avait des parties universitaires, on jouait au beer pong tout le temps, tout ça, mais... On a joué encore sur ton ponton pour ton enterrement de vie de garçon. Ça, c'est une autre histoire, évidemment. Mais effectivement, c'est un bon point. Mais le point est que je pense que ça réside dans l'équilibre, je pense que... Moi, je suis content parce que, j'ai eu moi, j'ai eu des parents présents, puis j'ai vraiment eu un modèle familial où, justement, des gens de la communauté de Bedford, où ce que je viens en réalité, qui sont très soudés, très présents. Moi, je vois mon beau-frère, quelqu'un que j'apprécie puis que j'admire beaucoup, en fait, qui joue du hockey de haut niveau, qui s'implique beaucoup dans la communauté, que ce soit à l'expo agricole ou que ce soit dans le hockey mineur ou quoi que ce soit. Je me dis, ça te rend plus humain de donner au suivant, justement, peut-être présent. Mais de mettre le temps pour ça. Ils font le temps pour le faire. Je pense que c'est ce bout-là qui est le plus difficile. Moi, personnellement, comme je te dis, j'ai arrêté plein de choses récemment, puis je me sens tellement mieux, là, Dom. C'est indescriptible. C'est indescriptible.
Puis moi, je me considère une personne quand même anxieuse à un certain niveau, justement. Puis mon anxiété vient beaucoup de la performance parce que je voulais être bon dans tout ce que je voulais faire. Mais je n'étais jamais accompli. Je partais plein de projets, mais j'en finissais pas. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est. Tu sais, tu veux closer. Moi, je suis un joueur de baseball. Tu veux être le closer, là, puis dire, regarde, closing time, let's go, on va le faire. Puis, je closais pas parce que justement, le travail prenait beaucoup de place. Puis, mais je pense que c'est ça. Bravo pour ta rétrospection cette année, en passant. Rétro-inspection, plutôt. C'est pas facile Non, à c'est faire. ça, mais j'invite, c'est pas... justement, c'est le temps des fêtes bientôt, début d'année, de prendre une rétrospection, pas faire nécessairement des résolutions, les écrire puis pas les respecter, puis en fait, de prendre vraiment le temps solidement, de voir en dedans de soi-même c'est quoi qu'on veut vraiment, puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer durant la prochaine année pour y arriver. Exact. Peu importe les objectifs. Exact. Puis tu vois, j'ai pas d'enfant pour le moment, puis c'est un projet qu'on a. Oui. Puis, tu sais, si ça arrive à un moment donné, tant mieux. Je me dis, tu sais, les priorités, je pense qu'ils vont changer. Tu sais, tous mes clients, on parlait de paradis fiscal des familles tantôt. C'est juste drôle, hein, parce que je fais ça beaucoup pour les familles, puis je le vis pas encore, je le comprends pas. Mais tu sais, quand on a plus de sous, justement, pour être capable de prendre soin de sa famille, puis travailler moins. Mm-hmm. Tu sais, là, souvent, on va travailler trop, mais encore là, comme je disais, avoir des enfants, travailler trop, on le donne beaucoup fiscalement parlant à l'impôt. En plus. Il faut trouver des stratégies pour payer moins d'impôts. De là le point. De là pourquoi toi et moi, on s'entraîne beaucoup dans le travail. Tu sais. Et pourquoi qu'on devrait t'appeler. Exact. M'appeler pour en parler davantage. Exact. Mais tout est dans l'équipe. On fait une bonne collaboration ensemble. Puis je pense que les gens doivent être au courant de cette stratégie-là. On en parle, mais pas assez. Puis peut-être une parenthèse que je voulais faire au début. Moi aussi, je vais en faire une dernière parenthèse après. Oui. Tantôt, je parlais aussi des REER par rapport à... On peut le placer de plein de façons, dans plein de styles de produits. On va toujours y aller selon le profil d'investisseur du client. Ça, c'est super important. Puis des fois, quand on a besoin d'avoir peut-être un petit peu plus de sous à court terme, on a un profil peut-être un peu moins agressif, puis on veut venir hedger son risque. Je parle souvent des REER de la FTQ puis de la CSN, parce qu'en réalité, ça donne plus de crédit. Actuellement, FTQ est fermé aux nouvelles cotisations. Jusqu'à nouvel ordre, CSN est encore ouvert. Par contre... c'est du cas par cas. Par contre, si on veut venir créer plus de crédit upfront au début, ça arrive, il y a des situations où on peut créer un retour à 100% de la cotisation qu'on va faire en REER. Évidemment, ça prend plusieurs enfants. Il y a des fois qu'on peut utiliser le REER de conjoint. Donc, on peut optimiser les 2 braquettes d'impôt des gens dans le couple. On prend la grosse braquette, on applique les REER et on décaisse à la petite braquette à la retraite. On vient de créer un nouveau montant supplémentaire libre d'impôt éventuellement. Il y a tellement de stratégies qu'on peut faire. Ça me fait penser, il faut en parler absolument là. CELIAP. Oui, absolument. CELIAP. On n'en a pas assez parlé. Shoot-moi les 3 lignes les plus importantes. Les 3 lignes du CELIAP. Déductible d'impôt, en fait. Le CELIAP est un hybride entre le REER et le CELI. Le CELIAP, en fait, c'est déductible d'impôt au niveau de la cotisation. Okay. Puis, au même titre que le RAP avec le REER, on peut utiliser les sous pour la mise de fonds d'une première maison. Puis en réalité, on a droit à un seul CELIAP dans sa vie. Donc, on l'utilise une fois pour la maison, c'est terminé. Donc, par exemple, si on achète en 2025 et le CELIAP a été approuvé cette année, on pourrait mettre 8 000 par année par personne, puis on pourrait mettre ce montant-là 3 fois. Donc, on peut aller jusqu'à 24 000 dans l'exemple. Mais le 16 000 suivant, on ne peut plus l'utiliser. On ne peut pas reprendre la déduction dans le futur, en réalité. Ça déduit notre revenu imposable. Au même titre que le REER. Au même titre que le REER. Effectivement, c'est déductible. On n'a pas besoin de le rembourser. Absolument pas. Au RAP, qu'on doit remettre l'argent sur 15 ans dans effectivement. le REER. On n'a pas besoin. Absolument. Absolument. Donc, ça peut être une très bonne stratégie, puis on peut venir combiner le CELIAP et le RAP avec le REER. Anciennement, là, quand le projet avait été mis en place, c'était un ou l'autre. Okay. Il y a eu des amendements pour combiner les deux. Puis, le RAP, on peut aller jusqu'à 35 000. Le CELIAP, sur les 5 prochaines années, on peut aller jusqu'à 40 000. Wow. Fait qu'on pourrait sortir libre d'impôt pour une mise de fonds, si on optimise le tout, 150 000 à 2. C'est fou. C'est majeur. Là. C'est vraiment majeur. majeur. Tout ce temps-là pour acheter la maison, évidemment. Évidemment. Mais c'est ça. Je pense que toutes les institutions financières le permettent maintenant avec la technologie? Pas tous. Parce que, en fait, sur le point administratif, c'est très lourd, au niveau des nouveaux formulaires et tout ça. Tu vois, nous, de notre côté, c'est pas toutes les compagnies qui ont embarqué dans le bateau pour le moment. Parce que forcément, comme le CELI en 2009, quand ça avait été créé, c'était pas tout le monde à ce moment-là qui était embarqué. Il faut que le gouvernement, l'ARC, autorise la compagnie à offrir le régime. C'est quoi les styles de produits? Je pense que l'année prochaine, l'offre CELIAP va être beaucoup plus avantageuse pour les clients. Année, là, fait que ça a été un ajustement pour tout le monde. C'est sûr, mais c'est bon, puis j'en ai pas parlé encore, puis merci d'en parler. Le CELIAP, c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser à bon escient pour l'achat d'une première propriété. Et on parlait de paradis fiscal des familles.
on peut cotiser le CELIAP, mais on peut ne pas prendre la déduction maintenant, on peut le prendre tantôt. Le jour qu'on aura une grosse braquette d'impôt. Ouais. Avoir des enfants, encore une fois. On le reporte dans 10 ans, 5 ans? Indéfiniment. Indéfiniment. Ouais. Okay. On pourrait le faire indéfiniment. Forcément, c'est sûr que plus on attend pour avoir le retour, mais on peut cotiser le CELIAP dans le but de le retirer puis de reporter la déduction si on a un TEMI. Je reviens encore au TEMI, le fameux TEMI. On salue TEMI. On salue TEMI, exact. Et toi, tu es un comique, un jeu de mots. L'équilibre. Hein? Tout est dans l'équilibre. Mais si le TEMI est élevé, effectivement, tu sais, c'est là que ça peut être intéressant de le déduire fiscalement. Donc, mais chaque situation est unique. Il n'y a pas un one size fits all. C'est vraiment tellement unique. Il faut évaluer la situation comme toi. Chaque dossier hypothécaire va être différent. On va aller avec tel prêteur, ton ratio, ton score de crédit, ton beacon. Tu vas l'adapter en conséquence. Puis, Paradis fiscal et travailleurs autonomes, j'invite à tes clients chiropraticiens ou peu importe qui écoute de regarder peut-être le concept de la mise à part de l'argent pour voir comment rembourser très, très rapidement l'hypothèque, sauver des nombreux intérêts grâce aux revenus de l'entreprise. Donc, effectivement. Tu m'en parler un petit peu, en fait? Oui, bien en fait, c'est simplement que, au même titre que d'acheter une propriété, ça revient au même. Parce que le but, c'est d'être un entrepreneur ou d'avoir une entreprise non enregistrée, très important, donc non incorporée. Oui, effectivement. Donc, on vient vraiment prendre les revenus de l'entreprise ou de l'immeuble locatif. On l'applique en montant forfaitaire mensuellement sur notre hypothèque personnelle. Il faut bien sûr avoir un produit qui le permet, produit de marge de crédit hypothécaire, communicante, intégrante. Et le bon produit, parce que ce n'est pas toutes les marges de crédit hypothécaires qui sont pareilles. Et avec la marge de crédit qui est maintenant disponible, parce que c'est 100% du capital, ce montant-là qu'on applique sur notre hypothèque. Exact. On vient payer les dépenses de l'immeuble ou payer les dépenses de l'entreprise. Donc, plus qu'on a emprunté pour permettre à générer du revenu pour que l'entreprise continue de vivre, on peut déduire les intérêts de cette marge de crédit. C'est un excellent point, effectivement. Donc, on reçoit un certain montant en retour d'impôt à la fin de l'année. Exemple, 2 000 $ de revenus par mois, ça pourrait être bien plus pour un travailleur autonome qui fait 30 000 par mois, peu importe le chiffre d'affaires. Effectivement. C'est 24 000 dans mon exemple avec 2 000 de revenus. Donc, honnêtement, des conversions se font à peu près en moins de 10 ans, peu importe le scénario. Mais bien sûr, il faut parler avec un fiscaliste, comptable, courtier hypothécaire qui est à l'aise avec ça, planificateur financier. Un planificateur financier qui connaît bien. Équipe, parce que ça reste un levier, ça peut être utilisé encore là à bon escient. Puis effectivement, ça peut créer des déductions au niveau des honoraires, des intérêts, contre des placements non enregistrés, plus d'allocations familiales. Plein de choses. Puis on peut l'utiliser. Il y a des fonds de placement qu'on va appeler de série T, en réalité, qu'on pourrait utiliser, qu'on repousse. Ça crée une ballonne d'imposition éventuellement, mais le jour que les enfants, on revient encore au paradis fiscal des familles, que les enfants ne sont plus mineurs, sont rendus majeurs. Donc, on crée des déductions maintenant. Ça crée une ballonne de gain en capital éventuellement, mais du gain en capital est fiscalement avantageux parce que c'est du gain en capital moins imposé qu'un revenu de dividende, qu'un revenu d'intérêt, par exemple. Mais, merci, Charles, de tous ces... Pour moi, j'ai beaucoup appris. On pourrait continuer longtemps, je pense. Ça, exactement, la motivation, même moi, j'ai appris beaucoup. Fait que je suis pas mal sûr que beaucoup de gens vont avoir appris. Si on veut continuer à parler avec toi, évidemment, réseaux sociaux, Charles Messier, on va te trouver. J'ai une page Facebook, Charles Messier, planificateur financier. On peut me trouver sur LinkedIn également. On peut aller sur le site de l'Autorité des marchés financiers. Tu sais, quelqu'un qui veut voir... c'est important que j'en parle, en fait. On veut voir les permis de la personne, où qui travaille, est-ce que... On peut aller sur le site de l'Autorité, puis on peut aller voir les coordonnées de la personne. Donc, c'est une façon aussi qu'on peut voir mes coordonnées là-dessus, en réalité. Sur ça, it's a wrap, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup, Dom. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait grand plaisir. Merci à toi.